Je vais continuer maintenant. Je vais vous expliquer un peu comment marchent les ports. Donc d'abord un screenshot. Donc voici un attends, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais passer sur l'écran. Un port P et un flow S, donc P égale newport S. Là, j'ai créé un port et avec le browse, je peux afficher le flow. Oups, j'ai fait une petite erreur de syntaxe, pardon. Voilà. C'est ici à gauche, on voit un underscore, on voit c'est marqué future. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas expliquer parce que c'est une variable protégée. Il n'y a que le port qui peut le lier. Si moi, je veux lier S, je ne peux pas. Il n'y a que le send dans le port qui peuvent lier. Donc, si je fais send PA, eh bien, on voit le A apparaître. Si je fais un thread send PB, un autre thread send PC, et le B et C vont être mis sur le flow, mais je vais forcer l'ordonnanceur à changer son choix par défaut. Je mets un délai 100 millisecondes dans le premier thread. Ça veut dire que si j'exécute les deux, normalement, l'ordonnanceur, il aurait mis le premier thread dans une tranche de temps et le B serait apparu avant C. Mais si je le retarde, eh bien, l'ordonnanceur va obéir et va attendre 100 millisecondes avant d'exécuter le premier thread. Et donc, ce sera le deuxième qui sera exécuté en premier. On voit que dans les flows, il y a C qui arrive avant B. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu de contrôle sur l'ordonnanceur, mais ça reste pas trop. Hein. Même si on fait comme ceci, il est toujours possible, pour des raisons diverses, que le B apparaisse avant C. Ce serait peu probable, mais c'est toujours possible. Ok. Donc, je vais remontrer les transparents maintenant. Ça va. Donc, le concept de port n'est pas un concept très compliqué. Je vais vous donner cette sémantique. La question, est-ce que le port est un abstract data type? Oui, tout à fait. Le port est un abstract data type parce qu'on lui donne comme les valeurs, comme argument à send et newport renvoie un port. Donc le port est un exemple d'un abstract data type, ce n'est pas un objet. Ok, donc voilà. Je vais reprendre les transparents maintenant. Voici, donc j'ai donné les exemples du port. Je vais maintenant expliquer simplement la sémantique, juste pour être vraiment complet, pour donner un sens précis au port. On a, vous vous souvenez, on a le Single Assignment Store, la mémoire affectation unique, sigma 1. Je vais ajouter un autre, j'appelle ça sigma 3 parce qu'on avait un sigma 2 pour les cellules, un Port Store, qui contient des paires. Et voici la sémantique de newport et de send. Si je fais P égale newport S, je suppose qu'il y a petit p, petit s sont des variables non liées. Je crée un nouveau nom, un fresh name, ça veut dire un nom qui n'existe pas encore, c'est une constante. Ici, je l'appelle xi. Je vais lier p à xi, c'est donc le nom du port, et je vais ajouter la paire p.s à sigma 3. Et pour le send, c'est très simple. Je suppose que P est le nom d'un port. Je suppose qu'il y a une variable non liée dans sigma 1 et qu'il y a une paire PS dans sigma 3. Je vais donc créer une nouvelle variable. Fresh, ça veut dire une variable qui n'existe pas encore, S'. Je vais lier S à X bar S'. Vous voyez qu'avant
le send, S c'était la fin du flow. Après le send, c'est S' qui va être la fin du flow. Et on va donc faire une mise à jour de cette paire à P'.S'. Vous voyez comme, en fait, c'est une façon d'ajouter des éléments à la fin. C'est toujours la fin du flow qui sera liée. Je le mets en dessin. Moi, j'aime bien les dessins. Ah, là, j'ai mis sigma 2. On peut voir sigma 3. Donc, ici, avant, on a la mémoire affectation unique, la mémoire des ports. On a un port ici, P exact xi. On a la fin du flow. On a la paire. On fait un send. On voit que la paire mise à jour avec S'. On va lier S avec X et la fin. Et S', ce sera la nouvelle fin du flow. Toute cette opération, tout ce qu'on voit ici, ça s'appelle une opération atomique. Ça veut dire que l'ordonnanceur est garanti ne jamais de s'arrêter au milieu. Tout ça apparaît au système comme si c'était un pas indivisible. C'est pour ça qu'on l'appelle atomique. Voilà la sémantique du port pour être précis sur le sens. Et maintenant, on va programmer avec des ports. Ça, c'est le vrai but, en fait, de la chose. Ça s'appelle Message Passing Concurrency. C'est Deterministic Data Flow, mais on ajoute des ports. Et avec ça, on a un paradigme complètement général. Là, il ne manque plus rien. On peut faire tous les programmes concurrents. Et on va faire différents types de programmes. Je vais vous créer différents types d'objets. Donc, il est très intéressant de ne pas programmer avec des ports directement, mais de créer des choses qui ressemblent très fortement à des objets. Port objects, où il y a aussi un concept qui s'appelle active objects. Tous les deux ressemblent fortement aux objets. Et on va faire, je vais vous expliquer comment faire les programmes avec ça. La première chose que je vais vous expliquer, c'est des port objects sans mémoire. Ça s'appelle stateless port objects. Stateless, sans mémoire interne. En fait, il y a trois choses. Il y a un port, il y a un thread et une fonction sur une liste récursive. Donc, ces trois choses ensemble, ça fait une très belle abstraction qui est port object. Et je vais appeler ça un agent ou un agent sans état, stateless agent. Et pour vous donner l'exemple, je vais commencer par un exemple. Je vais prendre une petite fonction. Ici, c'est une fonction qui fait des calculs. MathM. Hein? J'appelle la procédure MathM avec NMA. Ben, il va calculer A égale N plus M. Donc, c'est une procédure qui fait des calculs. Ben, je vais mettre cette procédure à l'intérieur d'un agent. Et c'est un agent, on va pouvoir envoyer des messages, il va faire des calculs. Donc, on va ajouter un port, un thread et une procédure récursive. Voilà. Donc, je vais vous faire programmer ça rapidement. Donc, d'abord, ça va, c'est clair, on va avoir des port objects. Donc, port, c'est un concept un peu primitif. Donc, on va créer des choses qui ressemblent aux objets au-dessus des ports. Donc, voilà, le screen. Donc, on va faire un port object, stateless. Je vais tout de suite faire une fonction. Attends, je vais faire une fonction à peu près comme on avait fait sur le slide. On a un math processor, on a S. On va créer un port. Ça, c'est la première chose. On va créer maintenant une procédure récursive. Je vais appeler ça math process avec un stream. Case S of. Et là, ça sera un calcul, mais je vais appeler ça H par T. Et là, je vais encore le définir. Hein. Je vais faire mon petit calcul, math, et après, je vais appeler math process sur T. Et enfin, je vais créer le thread, donc l'objet, l'entité active
de ça, c'est donc math process de S dans le thread. Vous voyez que le flow S, il existe, hein? Mais je vais d'abord créer un simple math processor. Hein? Case M of add, et là j'avais NMA, then A égale N plus M. On peut faire d'autres trucs, mul, NMA, then A égale N fois M. Je vais juste faire ça pour simplicité. C'est un petit processeur qui permet, tu envoies des messages à ce processeur, il fait des calculs. Hein, je vous le montre là. Si je fais par exemple math mul de 37A, browse A, et il va en principe m'envoyer afficher 21 à gauche là. Donc c'est un simple processeur qui fait des calculs, mais on peut le mettre à l'intérieur comme cœur d'un port object. Ici on a un port object, et ici vous voyez qu'il va appeler math h. Il y a donc trois choses: un port, une procédure récursive, et troisièmement un thread. Ce sont les trois choses qu'on met ensemble. Voilà. Oui, pardon, c'est à cause du in. Tout ce qui est dans le déclaré doit être devant le in, pardon. Donc ça va aller mieux. Voilà. Et si maintenant je fais un send, MP, et je fais par exemple mul 37A, hein, déclare A in, browse A, j'envoie un message, mul 37A, à l'agent math processor, et il va recevoir le message, faire le calcul. Et de nouveau, on voit 21. Vous voyez que la différence entre l'appel math ici et le send ici, c'est que le port object est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. C'est un agent actif, il a son propre thread, il peut recevoir des messages de partout, et il traite tous les messages l'un après l'autre. Ok? Pour ça, bon, je repasse sur le chat, et on va reprendre le transparent. Ah non, attends, pardon, ça c'est pas bon. J'ai fait un petit... je choisis le transparent. Voilà. Voilà. Donc, on va donc créer ici, je crée donc un port object, et on peut maintenant faire une abstraction avec du higher order programming, une abstraction générique qui peut créer plein de trucs. Et ici, par exemple, on a math process, c'est une procédure récursive. On peut le remplacer par for all qui prend l'argument p, qui va appeler p de x et faire récursif. Et donc, math process, on peut donc le définir comme un appel à for all. Et on peut donc ici, à l'intérieur du thread, faire simplement un appel à for all. Et on peut aussi mettre tout à l'intérieur d'une fonction. Et on voit les trois choses. Il y a d'abord le port. Il y a deuxièmement la fonction récursive. Ça, c'est le for all. Il y a troisièmement le thread. On voit les trois choses là. On voit qu'avec l'utilisation de for all, le code il est très compact. Hein? Et ici, j'utilise une autre syntaxe. Dans Oz, il y a la syntaxe de boucle for m in stream. Donc, on n'a même pas besoin de définir for all. Hein? La boucle for dans Oz fait la même chose, mais il y a toujours les trois choses. Hein? Le port, la fonction récursive et le thread.
Maintenant, on va passer à des objets plus intéressants encore, des stateful agents qui ont une mémoire intérieure. Donc ici, on a l'état. Donc S0, ça c'est l'état de l'agent, donc sa mémoire, ce dont il se souvient. Et à chaque fois quand on envoie un message, hein, on a une fonction qui calcule le nouvel état. Donc S1 ici, c'est l'ancien état et le message. Donc à chaque fois on envoie un message à l'objet, il reçoit le message, il regarde son état intérieur, il fait un calcul, il fait un nouvel état. Donc l'objet se transforme avec les messages. Et ça s'appelle une fonction de transition d'état, State Transition Function. Donc on va créer ça. Donc voici une fonction générique pour créer des ports objects avec mémoire. Et de nouveau, on a plusieurs choses là. On a le port ici. On a la fonction récursive ici. Et on a la mémoire ici. Par contre, cette fonction récursive est un peu plus compliquée parce qu'il a un argument state. Et ici, on a la fonction de transition. Donc, il calcule, à chaque fois quand on reçoit un message, il calcule le nouvel état. Vous voyez comment ça marche. Et comme ça, on peut donc avoir des objets qui ont une mémoire intérieure. Mais regarde bien cette fonction-là. Cette fonction loop, ici. Et maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez sur ce que nous avons vu avant. Et aussi sur l'interro. Hein? Cette fonction de loop, est-ce que ça ressemble à quelque chose pour vous? On a un S, bon, c'est un argument, ça peut être une liste, on a un état, et après on fait F de state M. Donc loop commence avec un état initial, ici, et après il applique successivement F à l'état précédent et avec un message. F, vous voyez que c'est une fonction binaire. Est-ce que ça ressemble à quelque chose pour vous? Est-ce qu'il y a une autre fonction que vous avez vue qui ressemble à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça ressemble? Bien, je ne vais pas vous laisser dans l'inconnu trop longtemps. C'est une opération fold. Vous vous souvenez, l'opération fold, en fait, est une opération très importante. Et l'opération loop, ici, en fait, c'est un fold. Donc, l'opération fold peut être vue comme le cœur d'un agent. Donc, fold, c'est une opération que nous avons déjà vue. Et si on a une liste, ici, S, un flow, c'est une liste qui est étendue, sans fin, éventuellement, mais c'est toujours une liste avec une fonction et un accumulateur U. Donc, si on a A0, A1, etc., A2, etc., on commence par U, après on a U, opération A0, opération A1, opération A2, et ainsi de suite. Donc, l'opération loop, les transformations d'état d'un agent, c'est un exemple d'utilisation de fold. En fait, c'est une correspondance assez profonde entre une opération de liste et une opération sur un agent concurrent. Donc ça, c'est très intéressant parce que ces deux mondes, le monde des listes et le monde des agents, ce sont des mondes qui, en fait, ont beaucoup de liens entre les choses qui se passent dans un des mondes, de ces deux mondes, on peut souvent le transférer dans l'autre. Donc, fold, c'est donc le cœur de l'agent, et l'appel ici, fold loop sint, on peut le remplacer par fold sf init. Presque. Il y a un petit bug ici, non? C'est juste pour voir si vous êtes attentif. Quel est le petit bug là? Bah, je vais vous le dire. Fold, c'est une fonction qui renvoie un résultat. Loop est une procédure. Mais quel est le résultat de fold?
en fait, si on regarde maintenant Newport Object avec fold, le résultat ici, en fait, out, c'est l'état final quand l'agent termine. Si on regarde le fold, si le stream S serait terminé, eh bien, le fold terminera et le out sera l'état final. Mais dans ce cas-ci, il ne termine jamais. Mais on aurait pu avoir une version des ports qui permettent ça. Mais ici, l'agent ne va pas se terminer. Donc, ça ne va pas arriver. Mais en fait, la fonction fold ne va jamais revenir ici. Mais si elle reviendrait, ça serait avec l'état final de l'état. Donc ça, c'est le Newport Object de mise à jour, le nouveau Newport Object très court. Vous voyez qu'il y a donc le port, la fonction récursive qui n'est pas une simple for all, mais qui est un fold. Vous voyez que le for all est devenu un fold. Et troisièmement, il y a le thread. Vous voyez qu'on peut mettre ces trois choses ensemble. Et je vous donne un exemple de ça. Et cet exemple est intéressant parce qu'il montre quelque chose de profond. Je peux créer un agent qui se comporte comme une cellule. Vous vous souvenez, les cellules sont des variables qu'on peut affecter. On les a vues avant, quand on a vu des abstractions de données. Et il y a deux messages ici, assign et access. Assign et l'état de la cellule, c'est son contenu. OK? Donc, on peut donc faire ça. Je vais vous donner l'exemple. Je vais faire un peu de programmation. Donc, je vais faire port objects, stateful. Attendez, non, pardon. J'essaie d'aller trop vite. Je dois choisir l'écran. Je passerai d'abord au chat. Il y a quelqu'un qui a répondu, fold F, donc Adrien Géo. C'est vrai, c'est un fold. Félicitations. Je peux aussi faire un like. Là. Voilà. Donc, ça va. Il y a des questions sur ça. Vous voyez que stateless, c'est avec for all. Stateful, c'est avec fold. Donc, le fold, il a son accumulateur. Il accumule. C'est presque un for all, mais qui traîne aussi son état, qu'il évolue. Donc, le fold, il fait comme ça. C'est très important comme ça d'avoir une intuition sur le fold. Ça va? C'est clair comme ça? Je vais maintenant vous montrer comment faire des cellules avec des port objects. D'abord, je vais vous définir new port object. Donc, il y a, comment est-ce que ça marche? Il y a le détail initial, il y a la fonction de transition. On doit créer, je vais d'abord faire le thread, après je vais faire la déclaration. Je définis le port à l'intérieur de thread. Ça, c'est intéressant. Je fais fold L. Donc, le fold L qui est une opération du système. Normalement, il doit exister. Il y a S, pardon. F et init, c'est l'état initial, c'est l'accumulateur. Mais je dois maintenant faire les déclarations. Donc, il y a P et out. Je pense que c'est bon comme ça. Hein? Vous voyez, en fait, le code, c'est une ligne. Les trois choses sont là. Le fold, la fonction récursive, le port et le thread. C'est très compact. OK, je pense que c'est bon comme ça. Et maintenant, je vais vous programmer un cell, une cellule. Pour ça, je dois vous définir la fonction de transition. Je vais appeler ça cell process. Donc, cette fonction de transition va prendre un état, l'état de la cellule, et le message. Case message of assign. Donc, on fait une affectation. Alors, le nouvel état, c'est new. Je vais l'appeler old. Hein? Voilà, l'ancien état. Sinon, il y a
access. Donc l'accès va lier X à old et l'état ne changera pas, ce sera toujours old. Voilà. Donc ça fait une cellule. Et on va faire create a cell agent. Donc on a cell, je vais appeler ça C. C égale new port object. Et il y a cell, pardon, l'état initial, ce sera 0, la valeur de la cellule. Et on va faire cell process. Si tout va bien, ça doit être correct. Et maintenant, je peux dire, par exemple, déclare x égale send A. Il y a une erreur. Oui, oui, oui. J'ai fait bêtement une erreur. Désolé. La fonction newPortObject doit renvoyer P. Désolé, tout est erroné. Là, je dois le recompiler. Voilà. Cell process reste pareil. Je vais maintenant faire comme ça. Je pense que c'est bon maintenant. Send P, access X, browse X. Donc ça, c'est l'accès à la cellule. Ah, je fais une erreur là. Quelle est mon erreur? Aïe, un tout petit instant. Donc il ne lit pas. Oui, oui, bien sûr. C. C'est pas P, c'est C. Voilà, désolé. Voilà, 0. Et je peux aussi faire send C assign 10. Si je fais ça, et je vais faire maintenant un nouvel accès, et le résultat c'est 10. Ok, donc voilà. Je retourne sur le chat. Ça va? Donc en fait, j'ai créé des cellules avec l'objet. Je vais retourner sur le slide. Voilà. On voit avec cell process ici, on a donc assign access, c'est les opérations lecture et affectation d'une cellule. En fait, cet exemple est simple, mais il montre un fait profond que les cellules et les ports sont équivalents en expressivité. Théoriquement, ils sont équivalents, c'est-à-dire avec une cellule, on peut implémenter un port, et avec un port, on peut implémenter une cellule. Là, j'ai montré comment implémenter une cellule avec un port. On peut aussi implémenter un port avec une cellule. Même si ça a l'air très différent, théoriquement, ça ajoute la même expressivité au langage. Donc, j'ai donné donc des exemples. J'ai créé une cellule, newPortObject, cell process, je fais l'affectation, je peux afficher. Ça utilise des cellules comme un port object. En fait, il y a une petite astuce, on peut donner aux cellules la même interface que les objets. Je voudrais qu'une cellule, qu'on l'appelle comme ça, comme si c'était une procédure à un argument. Cell access X au lieu de send cell access X. Pour ça, je peux modifier légèrement newPortObject ici. Au lieu de renvoyer le port, je vais créer une procédure ici et le P est caché à l'intérieur avec la portée lexique. Vous avez compris que cette procédure a un environnement contextuel qui contient P. Et ça veut dire que les port objects ressemblent exactement aux objets qu'on a vus avant dans le cours. On peut les appeler avec les mêmes syntaxes. OK? Je vais maintenant vous donner un autre petit exemple. Ça s'appelle Playball Example.
un programme multi-agent. Je vois maintenant, on va s'amuser un peu. On a ici trois port objects avec mémoire. Chaque port object connaît les deux autres. Et il y a un message qui s'appelle le ballon, ball. Donc un port object va recevoir le ballon, donc d'un des autres. Il va donc choisir aléatoirement un des deux autres et il va l'envoyer les messages. Donc c'est comme si on fait le jeu où trois personnes se mettent en triangle et quand on reçoit le ballon, on choisit quelqu'un à qui envoyer le ballon, on essaye de le tromper, qu'on ne pense pas que ce soit lui, etc. Donc ça, c'est un petit peu ça, mais simulé avec des port objects. Et chaque port object va avoir un état intérieur, et cet état intérieur, il va faire compter le nombre de fois il va faire ça. Donc je vais maintenant vous programmer ça. Juste pour vous montrer comment faire des programmes, avant qu'on aille plus loin, comment faire des programmes avec des port objects. Donc on a notre, ici, on a notre new port object, la fonction qu'on va utiliser. Donc je vais faire la fonction de transition. Donc le state, ce sera le nombre de fois que le ballon est appelé, number of balls caught. Donc ça sera, je vais appeler ça player, c'est un joueur, et chaque joueur va connaître les autres joueurs. Donc je vais avoir un argument. Other, c'est un tuple avec les autres Monsieur, players. on voit pas le code. Pardon? On ne voit pas le code. Vous voyez pas le code? Oh. Attendez. Excusez-moi. J'avais cru bien choisir, mais apparemment pas. Ça va? Vous voyez le code maintenant? Vous voyez le code? Oui? Désolé, moi j'avais l'impression de l'avoir fait parce que il y avait le cadre rouge, mais apparemment ce n'était pas le cas. Donc je vais faire un petit exemple de joueur. Je vais faire d'abord la fonction de transition, player, others avec un tuple avec les autres joueurs. Donc ça sera la fonction de transition, donc je vais faire un new port object d'abord avec une fonction de transition ici qui prend donc l'état et le message. Et l'état, c'est le nombre de fois. Donc le message, il y a un ballon qui est appelé. Et à chaque fois, il va donc choisir une autre. Là, je vais voir la fonction. Je vais utiliser une fonction os qui prend qui génère un nombre aléatoire, osRand. Comme ça, modulo with others. Donc, others, c'est un tuple qui contient les autres joueurs. Donc, on pourrait faire avec plus que 3. With, c'est le nombre d'autres joueurs. Et comme le modulo va entre 0 et n-1, il faut faire plus 1 pour si on veut faire le tuple. Et après, on fait send others.rand de ballon. Donc on va donc choisir aléatoirement un autre joueur et envoyer le ballon. Et l'état, c'est le nombre de fois qu'on a capté un ballon, c'est donc state plus 1. Donc ça, c'est la fonction de base. L'état initial, c'est 0. Mais je vais faire un autre message ici, get, pour avoir accédé au nombre de fois que le ballon a été capté pendant l'exécution. Donc les 2-3 joueurs vont jouer très vite et moi, à l'extérieur, je vois ça et je vais donc pouvoir envoyer un message get
pour avoir accès à ça. X égale state et je ne modifie pas le state. Donc c'est comme ça. Ok, je pense que c'est bon comme ça. Ah, est-ce que s'il y a une erreur, il faut me dire. Ah, j'ai dû faire une erreur. Ah oui. Comme d'habitude, j'ai oublié de faire des déclarations. Run in, voilà. Run, c'est le random run. Voilà, c'est bon comme ça, normalement. Donc, voilà. Et maintenant, je vais faire 3 joueurs. P1, P2, P3. P1, c'est player others P2, P3. P2, c'est player others P1, P3. Et P3, c'est player others P1, P2, comme ça. Ça, c'est les 3 joueurs. Si tout va bien. Et maintenant, je peux faire local x in P1 get x browse x end pour voir les valeurs. Ah oui, pardon. C'est un send. Ouais, je pense que c'est un objet, mais c'est pas un objet, c'est un port object. Voilà. Voilà. Oups. J'ai fait une erreur. Ah, il y a une erreur dans le fold sf init. Init 0. Ah, j'ai une erreur dans mon programme. Quelle est l'erreur? State plus 1. Ah, ça c'est bête. Oh, ça c'est vraiment bête. Je regarde un instant pour voir si je peux débugger. Pardon? Vous n'êtes pas trompé dans l'ordre de new port object, des arguments? C'est possible. Oui, merci beaucoup. Ah, c'est bien le débugage distribué. Ok, c'est vrai. Parce que, voilà, je change l'ordre des arguments dans new port object. Voilà. Voilà. Et maintenant, je fais ça. Et j'affiche 0. Donc, ça veut dire que, pour l'instant, les 3 joueurs sont là. Mais il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de ballon dans le jeu. Donc, si je veux que ça marche, je dois faire send P1 balle. Comme ça, il y aura un ballon dans le jeu. Et si je fais ça maintenant... Ah oui. Et maintenant, on voit les nombres à gauche augmenter. Hein? Vous voyez que ça augmente vite. En fait, il y a 3 threads. Et vous voyez que les changements d'état du système entre l'un thread et l'autre, ça va relativement vite. OK. Donc, voilà pour play. Vous avez vu le petit exemple? Ça va comme ça? OK, mais je veux mettre le code après. Hein? Donc, maintenant, je vais continuer. Je veux maintenant vous parler d'un autre type d'objet qui s'appelle objet actif. Donc, je vais d'abord passer sur les slides. Voilà. Donc, je vous ai montré cet exemple. Mais maintenant, je vais faire des objets actifs. Ça, c'est quelque chose de particulier. Le concept Active Objects, c'est pas moi qui invente, c'est un concept qui est connu. En fait, ce que nous allons faire, c'est qu'on avait vu les Port Objects. Hein? Ça, c'est des objets et la fonction de transition prend un état, un message, crée un autre état. Mais en fait,
on peut remplacer cette fonction de transition par une classe dans le sens programmation orientée objet, et donc on peut faire combiner les techniques de Object-Oriented Programming avec Port Objects. Donc un objet actif, un Active Object, c'est un Power Object, mais son comportement est défini par une classe et pas par une fonction. Donc la classe correspond à la fonction de transition, d'état comme on a vu, mais en fait, comme une classe a des attributs, quand on appelle un objet d'une classe, on va changer les attributs et ça revient à faire une transition d'état. Donc, les Active Objects, c'est donc un concept très important dans beaucoup de systèmes orientés objets. Et pour vous introduire ça, je vais rapidement vous introduire de la syntaxe des classes en Oz. Les objets, les classes en Oz ressemblent beaucoup aux objets dans l'autre langage, mais avec une autre syntaxe. Donc les classes en Oz ressemblent à ceci, c'est class end, et des attributs sont déclarés avec attr, et les méthodes sont définies avec method. Donc ici, j'ai une classe compteur avec un attribut i devient x, i devient valeur de i plus x, et la dernière méthode get, c'est la valeur de x. Donc l'entête d'une méthode ressemble à un record, ça c'est l'entête, et metEnd définit une méthode. Et on a aussi le polymorphisme et l'héritage, mais je ne vais pas parler de ça. Vous voyez que les attributs, ça ressemble beaucoup aux cellules. Hein, ça a en fait la même opération que les cellules, et sémantiquement ce sont des cellules. Donc avec les classes, on peut créer donc des objets d'une classe. Nous, avec la fonction new, on donne une classe et une méthode d'initialisation, et on crée l'objet, et l'objet est appelé comme si c'était une procédure, un argument, comme les objets qu'on avait vus avant dans le cours. Donc incrémenté de 10, incrémenté de 5. Ça, c'est les objets en Oz. Et maintenant, avec ça, on peut faire des objets actifs. Donc, un objet actif, on va donc combiner des classes et des port objects. Et avec une fonction, ici, je définis new active. Vous voyez qu'en fait, on va combiner 4 choses là. Il y a une fonction récursive, il y a le port, il y a le thread, et maintenant, il y a une 4e chose, il y a une classe. Donc, on crée un objet d'une classe quelconque. Avec cet objet, on va l'appeler dans une boucle genre for all à l'intérieur de son propre thread et avec des messages qui viennent d'un flow. Et le résultat de newActive, c'est une procédure et donc l'appel ressemble à un appel d'un objet standard. Donc ça, c'est un objet actif et ça ressemble très fortement à un objet standard à l'utilisation, mais la grande différence est que ça s'exécute dans son propre thread. Et donc maintenant, je dois distinguer, il y a une distinction qu'on fait entre objet passif et objet actif, passive objects and active objects. Ça, c'est une distinction standard. Donc, les objets standards en Oz, mais en d'autres langages, comme Java et Python, par exemple, en fait, on peut les appeler, on les appelle objets passifs, passive objects. Et la raison, c'est parce qu'ils s'exécutent dans le thread de celui qui appelle. Quand j'appelle un objet passif, le thread qui exécute l'objet, c'est le thread de l'appelant, de celui qui appelle. Donc l'objet n'a pas son propre thread et c'est pour ça qu'on l'appelle un objet passif. Okay? En contraste de ça, il y a les objets actifs et un objet actif a son propre thread. Donc si on appelle un objet actif, alors la méthode va s'exécuter
pas dans le thread de celui qui appelle, mais dans le thread de l'objet, et c'est pour ça que ça s'appelle un objet actif. La différence peut sembler mineure, mais c'est une différence cruciale pour les programmes concurrents. En fait, un objet actif marche très bien dans un programme concurrent, et un objet passif, pas du tout. Et je vais vous montrer comment ça marche. Hein? Supposons qu'on a un compteur ici, en objet passif, objet standard. Et j'ai un autre compteur en objet actif. Ici, j'ai deux threads. Le premier thread appelle l'objet passif, le deuxième thread appelle l'objet passif. Les deux méthodes, les deux exécutions de la méthode M vont s'exécuter dans des threads différents. Il y aura donc un overlap et les exécutions vont se chevaucher et ça va donner des bugs. Et je vous donne un exemple de ça. Par contre, les objets actifs s'exécutent dans leur propre thread. Ici, c'est le thread du compteur. Donc, si j'appelle compteur de T1 et T2, en fait, ça envoie un message à l'objet et ça sera exécuté à l'intérieur du thread de l'objet. Et les méthodes sont exécutées de façon séquentielle à l'intérieur de l'objet. Donc, il n'y a pas de bug. Okay? Donc, un objet actif peut être appelé de plusieurs threads sans bug. Et voici le code. Si j'ai le temps, je vais vous donner ça, montrer ça en code. Ici, à gauche, c'est le code avec un objet passif. À droite, c'est le code avec un objet actif. Vous voyez que ça ressemble très fort. La seule différence, c'est que là, à gauche, on a new et à droite, on a new active. Ici, j'appelle les deux objets, l'objet de deux threads et à droite aussi. J'appelle le même objet de deux threads et après, je vais afficher sa valeur, getX. Je vais donc deux fois incrémenter et après, je montre la valeur. Le code à gauche est buggé. Le code de gauche peut afficher 1. Vous allez me dire, comment c'est possible? Je vais deux fois incrémenter, mais je peux afficher 1 dans cet exemple. Et c'est un bug. On ne devrait pas, si on incrémente deux fois un compteur, et afficher 1. Et ça dépend de l'ordonnanceur, du scheduler. Le scheduler, s'il fait certains choix, peut faire en sorte que le résultat soit mauvais. Et ça arrive à cause de l'instruction i devient valeur i plus 1 à l'intérieur de la méthode inc. En fait, il y a deux opérations ici. Il y a accès et il y a incrémenter, affecter. Donc, si l'ordonnanceur fait l'accès de i et après, il s'endort. Il endort le thread avant de faire l'affectation. Après, il exécute l'autre thread et il revient après sur le premier thread. Alors, le premier thread va prendre l'ancienne valeur de i. Même si le deuxième thread a incrémenté correctement, eh bien, le premier thread va se souvenir de l'ancienne valeur et la valeur sera 1. Et donc, c'est possible. C'est rare, hein? Il faut que l'ordonnanceur s'arrête exactement entre ces deux instructions-là. Ça peut être un cas sur 1 million ou 1 milliard, mais c'est un bug. Et c'est très néfaste parce que ça peut arriver au pire moment. C'est ce qui se passe en général. Par contre, le code à droite n'a pas d'erreur du tout parce que les deux méthodes sont exécutées de façon séquentielle dans un seul thread. Hein? À gauche, l'exécution de méthode est dans deux threads. À droite, c'est dans un thread. Donc, le code à droite va toujours afficher 2 et ne va jamais afficher 1. Donc, ça sera un code correct. Donc, les objets actifs commencent dans les langages modernes à devenir très populaires à cause de ça. On a des systèmes avec des threads plus efficaces, des systèmes comme Erlang, des systèmes comme Go ou Clojure. Il y a des langages modernes qui
utilise des objets actifs et qui ont donc le code correct. Par contre, dans un langage classique comme Java ou Python, on ne doit jamais utiliser des objets passifs dans les programmes concurrents. Ok, c'est la différence entre objet actif et objet passif. Je vais passer au chat. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer le code aujourd'hui. Donc ça, vous vous souvenez, on a commencé des port objects. Donc port plus thread plus fonction récursive. Et là, active objects, on ajoute des objets, des classes. Hein. Donc on a 4 ensemble. Et les objets actifs marchent bien dans un cadre concurrent. Donc, quand il y a un système concurrent, on peut appeler l'objet de plusieurs threads. Un objet actif va toujours donner le résultat correct parce que l'objet s'exécute toujours dans le même thread. Ce qui n'est pas le cas pour un objet standard qu'on appelle objet passif. OK? C'est clair? Donc, le concept d'objet actif commence à être vachement utilisé dans des systèmes parce qu'on a des threads efficaces. Hein, c'est clair qu'on paye un prix pour un objet actif parce qu'il y a le coût de la gestion du thread. Et donc, on ne va pas faire ça pour tous les objets, mais uniquement pour les objets qui risquent d'être appelés de plusieurs threads. À ce moment-là, on fait des objets actifs. Donc, mais ça arrive très souvent maintenant avec les systèmes distribués, les systèmes sur Internet. Donc, les objets actifs commencent à être quelque chose de très, très utile. Il n'y a que quelques minutes, je n'ai pas le temps de vous montrer le code de ça. On va continuer à parler des objets port objects et des active objects la semaine prochaine et on va faire des programmes encore plus sophistiqués et vous allez encore voir certaines subtilités là-dedans. Donc aujourd'hui, on a vu la limitation de Deterministic Data Flow parce qu'on doit parfois montrer le non-déterminisme. On a vu un exemple où, pour être correct, le programme doit être non-déterministe parce qu'il doit réfléchir, reprendre une décision qui a été prise de l'extérieur, hein, le timing. Et on a vu comment on ajoute les ports pour exprimer ça à l'intérieur du système. OK? Donc, j'espère que, d'ailleurs, que vous m'entendez toujours. Donc ça, c'est bien. Je pense que je vais m'arrêter ça pour aujourd'hui. Je resterai encore un peu en ligne pour répondre aux questions, si vous voulez. Mais je pense que je vais arrêter là pour l'instant. Je vais remettre le code sur le Moodle. Oui. Je vais nettoyer un peu le code, mettre un peu de commentaires et je le mettrai sur le Moodle. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci pour être venu aussi nombreux. Ah, pas mal. Donc, je resterai encore en ligne, mais le cours est maintenant terminé. Merci.